Et j'accueille comme prévu Pierre Amance-Lapeyre, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur, le président de Bip Battery. Faites-nous ce que vous avez dû faire d'ailleurs avec Techstars et Baptiste Fradin, le pitch, quoi. Présentez-nous votre entreprise. Alors BIM, notre mission, c'est de réduire l'impact environnemental des batteries. Oui. Et pour ça, on donne de la visibilité à nos clients sur l'état de leurs batteries quand elles sont en opération, donc dans des flottes de véhicules électriques, notamment en les aidant à mieux les réparer. Et la deuxième partie à laquelle on est très attaché, c'est de permettre la seconde vie des batteries dans d'autres applications, une fois que celles-ci ont terminé leur première vie. Ouais. Toute jeune entreprise, hein, on parlait du fait que Techstars a investi en early stage. Vous l'avez immatriculé là, il y a quelques semaines, c'est ça? Un peu plus que ça, on l'a immatriculé il y a un an, en septembre 2021. Ouais. On a rejoint Techstars après 5 mois de vie d'entreprise. En quoi vos solutions, elles sont innovantes? Alors, elle est innovante, notre solution, puisqu'on est dans un marché qui est tout neuf. Il y a 10 ans, il y avait des batteries lithium uniquement dans nos téléphones pour schématiser. Et aujourd'hui, on est en train de passer au tout électrique. Donc, il y a un énorme enjeu environnemental d'utilisation des ressources pour produire et d'énergie pour produire toutes ces batteries. Et donc, nous, notre mission, c'est de faire que ces batteries soient utilisées au mieux. Et donc, notre innovation passe par le fait qu'on va apporter cette visibilité. Aujourd'hui, tous nos clients en manquent. Et à nous de construire cette nouvelle chaîne de valeur. Aujourd'hui. Oui, parce qu'évidemment, il faut d'abord mesurer pour ensuite pouvoir réduire. C'est une lapalissade, mais il faut la rappeler. Baptiste Fradin, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet de Bip Battery? Alors, il y a 2 points importants nous, pour Techstars à chaque fois. C'est en premier lieu l'équipe. C'est la capacité de l'équipe pour nous à être à l'écoute de retours qu'on peut leur faire, etc. Et puis également leur légitimité face au projet qu'ils portent. Ça, c'est très très important. L'équipe, pour nous, c'est clé parce que quand c'est très tôt, en fait, l'idée qu'ils peuvent avoir, en fait, elle vaut rien, elle n'est pas encore exécutée. Donc c'est vraiment eux qu'on va essayer de comprendre ces aspects-là. Et le deuxième point, c'est lié à notre thèse d'investissement, c'est d'avoir un projet qui va vraiment avoir un impact significatif par rapport à la planète. Et dans le cas de Bip Battery, effectivement, Pierre Amance l'a bien précisé, on est sur un produit, la batterie, qui va se développer énormément. Il y a des enjeux de mesure, de diagnostic par rapport à ça pour suivre l'évolution de ces batteries. Mais plus globalement, il y a des enjeux à la fois en amont d'éco-conception de ces batteries-là et en aval également de monter des filières de recyclage. Donc on sait qu'il y a tout un champ, si on prend uniquement ce marché-là, il y a tout un champ de possibilités et d'innovations qui ont besoin d'être développées et accompagnées. Et c'est notamment là-dessus que Techstars, nous, on espère de détecter très tôt certaines pousses. Mais alors, c'est peut-être pas forcément le cas pour BIM, et encore, mais si je reprends l'exemple de Cumulus dont vous parliez tout à l'heure, c'est un projet d'ingénieur. C'est-à-dire qu'il faut aussi avoir la capacité à évaluer en quoi l'innovation, elle est effectivement innovante, pardon de me répéter. Comment vous faites, quoi? Vous avez des ingénieurs pour valider le process, pour valider l'idée? Nous, déjà, quand on est investisseur, effectivement, on a une vision assez poussée des marchés, des enjeux, des d'accord, ça, j'ai pas de doute là-dessus. Il y a un prisme. Et comme je l'ai dit, on a aujourd'hui environ plus d'1 millier de mentors qui sont également engagés et avec lesquels on a des regards croisés sur les dossiers que nous regardons pour enrichir effectivement notre appétence sur un sujet. Et donc c'est là qu'on va trouver effectivement les compétences que nous personnellement nous n'avons pas. On va les trouver dans le réseau Techstars avec une communauté qui est très engagée et qui va nous aider sur ces sujets. Vous attendez quoi vous de Techstars? Qu'est-ce que ça vous apporte très concrètement? Bon, du financement déjà, ça c'est évidemment on peut commencer par là et c'est pas non, et surtout la deuxième partie qui nous a bien convaincus à rejoindre Techstars, c'est le réseau de mentors, justement. Baptiste en parlait à l'instant. Mais on a 5 mentors aujourd'hui qui nous suivent et qui nous suivent encore et qui nous suivront pendant des années, j'espère, et donc qui nous apportent l'expérience qu'on n'a pas forcément. Ce ne sont pas des experts batterie, c'est parfois des experts de la mobilité, et c'est des gens qui ont entre 25 et 60 ans et qui sont là pour répondre à la question quotidienne. Alors, pourquoi il y en a 5? Je vous poserai la même question après, mais et en quoi ils sont, pour vous, complémentaires? On a rencontré 100, et sur ces 100, on a choisi 5. C'était un accord mutuel. Ils ont des expertises qui sont très croisées. Donc, je peux citer par exemple Cyril, qui est partenaire dans un cabinet de conseil parisien, lui qui est un expert en mobilité. Je peux citer Camille, qui est une entrepreneuse qui a 3-4 ans de plus que nous et qui peut nous aider sur des sujets très quotidiens, tels que le recrutement par exemple. Sébastien, qui nous aide sur les levées de fonds. Donc chacun a son expertise, et le but c'est qu'on puisse aller piocher l'expertise de chacun pour aller plus vite. Ça c'est classique, c'est-à-dire qu'il y a toujours plusieurs mentors pour une start-up? En fait, dans le processus d'accompagnement, au tout début, on fait quelque chose qu'on appelle, désolé pour l'anglicisme, la mentor madness, où en 15 jours, ils vont rencontrer 100 mentors, et c'est du speed dating. Et après, il y a des crushs qui vont se faire. Et là, effectivement, en général, on a entre 3 et 5 mentors qui vont avoir effectivement un amour mutuel qu'ils vont trouver, et qui vont pas uniquement avoir une légitimité à les accompagner, mais aussi du temps.
Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que Techstars vont faire des gens, on leur dit quand vous venez, vous êtes c'est un vrai engagement, quoi. Il faut se dire qu'il y a 1 heure par semaine que nous accordez à la société. Parce que sinon, si c'est juste de l'affichage, ça ne nous intéresse pas et surtout, ça dessert la start-up. Mais les mentors, alors, pardon, c'est une question totalement de béotien, mais ils sont payés. C'est quoi le système, en fait? Non, ils ne sont pas payés. À Techstars, il y a vraiment un ADN qu'on appelle en anglais encore, c'est une boîte américaine qui s'appelle le give back. C'est dire, à un moment donné, on a tous été entrepreneurs, on a tous reçu des conseils désintéressés d'autres entrepreneurs, et ça, on veut le redonner. Donc, il y a vraiment cet ADN, cette culture qui est très, très forte aujourd'hui. Ce millier de mentors qui est disponible à travers le monde, il vient avec ce même engagement pour à la fois découvrir de nouvelles innovations portées par Techstars et à la fois réseauter, je dirais, de manière horizontale avec d'autres mentors qui participent également à ce réseau. On est sur quelle fourchette d'investissement? Ça dépend des entreprises, j'imagine. Non, aujourd'hui, nous, c'est packagé. C'est un investissement d'environ $150 000. D'accord. Et voilà. Et c'est exactement ça. 50 000 $. Donc, on est vraiment les premiers. Il y a d'autres investisseurs qui peuvent se joindre par la suite. Mais généralement, on remarque qu'à partir du moment où une société est passée par Techstars, elle a une sorte de label qui font que derrière, la plupart vont réussir à lever plus facilement sur des montants plus importants parce que plus visibles sur des investisseurs étrangers ou en tout cas plus intéressantes par rapport à d'autres. Pierre Amance-Lapeyre, on évoquait avec Baptiste Radin dans la première partie l'importance d'intervenir tôt et le fait que finalement il n'y avait pas tant de fonds qui étaient dans cette démarche-là. Vous avez eu le choix. Comment ça s'est passé? Parce que Techstars, on l'a dit, c'est un des accélérateurs les plus connus, mais est-ce que c'est facile de lever $150 000 quand on vient à peine de créer son entreprise? Très bonne question. On a bien réfléchi avec Martin, mon cofondateur, et on a appelé des alumni. On leur a demandé leur retour sur le programme, comprendre ce qui avait compté pour eux. Et on s'est fait une petite liste des critères qui étaient pour nous importants. Et à la fin des 3 mois de programme qui étaient très intensifs, on a eu l'occasion de revenir sur cette liste et de se dire ok, à quel point on a été impressionné par le remplissage de tel et tel critère. Et aujourd'hui, je recommanderais 100 fois le programme puisque ça a dépassé nos attentes sur les critères qu'on maîtrisait pas forcément. Donc 1 an d'existence, vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, donc on a signé notre premier grand client, donc qui est Voy à Marseille. Donc on suit plus de 2500 batteries. Donc notre produit est vivant aujourd'hui, est actif. Et donc notre premier objectif maintenant, c'est de pouvoir avoir aucune batterie qu'on suivra qui soit envoyée au recyclage, qui soit gaspillée, qui puisse être réparée au maximum. Et le deuxième enjeu qui arrive, c'est le recrutement, puisqu'on recrute aujourd'hui des ingénieurs, des développeurs, des data scientists. Et le troisième sujet qui va venir très vite sera le financement pour la fin de l'année. D'accord. Je reviens à la solution, parce que vous l'avez présenté un peu dans les grandes lignes, mais tout à fait. Qu'est-ce que ça peut faire économiser à un opérateur de mobilité, votre solution? Il y a 2 grands axes sur lesquels on s'appuie. Le premier, c'est économique. Donc aujourd'hui, les opérateurs de petite mobilité, donc de vélos, trottinettes et scooters, ont une flotte d'engins, de véhicules, et de plus en plus une autre flotte de batteries qu'ils ne connaissent pas. Donc nous, on leur apporte cette visibilité opérationnelle et financière. Et donc le but... Pardon, je vous interromps. Comment ils peuvent ne pas connaître leur flotte de batteries? Parce que pour l'instant, ils mettent des batteries dans une trottinette. D'accord, ils ont juste des un objet, ils n'ont pas suffisamment d'infos sur... Ils ont des infos, mais il faut les traduire. Par exemple, si je vous donne une batterie là, vous ne saurez pas quoi en faire, vous n'aurez pas l'information. D'accord. Et donc nous, on la traduit, on la rend accessible à l'opérateur. Donc si je prends une image très, très parlante, sur les batteries qu'on opère aujourd'hui, il y en a certaines qui sont mises de côté parce qu'elles ont une panne qui est inconnue. À nous, grâce aux données qu'on peut lire, on peut comprendre la panne et identifier le bon réparateur dans la région qui va permettre de réparer ces batteries. Avec donc ce double objectif, prolonger la durée d'usage d'abord et ensuite la seconde vie, le recyclage, c'est exactement. C'est ce qui nous a motivé à créer l'entreprise, la seconde vie des batteries. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine construction et qui va grossir à la mesure que les batteries arriveront en fin de vie. Et donc on se prépare dès aujourd'hui en construisant un écosystème d'entreprises en Europe capable de construire ces systèmes de seconde vie. Alors il y a un passeport digital de la batterie. J'ai vu que c'est comme ça que vous l'appelez. C'est très important. Il y a une réglementation au niveau européen qui est en train de se mettre en place, mais nous on se l'applique dès aujourd'hui. Et en fait, une batterie en fin de vie, on ne sait pas son potentiel. Donc nous, toutes les données qu'on a récoltées, on les met au service de ce passeport. Et aujourd'hui, on envoie déjà des batteries en seconde vie en garantissant à celui qui va fabriquer la nouvelle batterie que la batterie qu'on lui donne, on sait ce qu'elle a vécu, on sait qu'elle n'a pas été en surchauffe et on sait qu'il va pouvoir faire un produit de qualité avec. C'est très important. Il nous reste un peu plus d'1 minute 30, Baptiste Radin. Je voudrais qu'on termine quand même sur un élément qui est majeur, sur l'efficacité économique. Voilà, vous êtes au cœur de ce réacteur-là, l'efficacité économique des entreprises à impact. C'est-à-dire que c'est pas seulement un engagement pour la planète, c'est aussi du business. Ah mais
Exactement, et c'est pour ça que je vous parle avec une casquette de fonds d'investissement, Ouais. donc il y a des enjeux de rendement financier Bien sûr. également, et qu'aujourd'hui, avec le programme parisien, on associe à des rendements environnementaux, et nous on pense qu'aujourd'hui que c'est la manière dont il faut faire avancer les choses. Ça veut dire qu'il faut les deux, le ROI, le rendement, le retour sur investissement, et Le rendement environnemental. l'impact mesuré. Exactement. Et Ouais. c'était quelque chose qui n'était pas possible il y a peut-être 5 à 10 ans, parce que les conditions n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, on a un univers, un cadre réglementaire, notamment à l'échelle européenne, qui est très favorable pour ces sociétés-là. Des sociétés comme BIB, comme Cumulus, ou comme d'autres, émergent grâce à un cadre réglementaire favorable qui évolue. Mais c'est également un autre point, c'est sur les habitudes de consommation en B2C, on a de plus en plus de consommateurs qui vont vers des consommations responsables, durables. En B2B, on a des politiques d'achat qui vont également vers ce sens-là. Et donc, c'est vraiment un alignement des planètes qui font que c'est aujourd'hui que ça fonctionne et que c'est que maintenant qu'il faut mettre les bouchées doubles pour accompagner cette nouvelle vague d'entrepreneurs qui, en plus, sur les enjeux de recrutement, et t'en parlais, Pierre Armance, on a aussi toute une vague de jeunes diplômés qui se tournent également vers des sociétés qui ont du sens. Et donc, ça répond également à ces enjeux-là. Et donc, c'est vraiment pour moi la révolution qui a pu faire émerger Ethernet au début des années 2000. Je pense que l'impact environnemental va être de même dimension et peut-être accéléré, je l'espère, face aux enjeux climatiques auxquels on fait face. On l'espère tous. Merci beaucoup. Merci. À tous les deux d'être venus sur ce plateau et à bientôt sur Bismart. On passe à notre rubrique. On va rester dans l'univers des startups éco-responsables. C'est le principe, c'est tous les jours. Ça s'appelle Smart Ideas.